Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu plus blabla. C'est une vidéo qui me porte à cœur, enfin que je voulais faire. Premièrement, pour moi déjà exprimer mon ressenti sur l'accouchement, sur cette épreuve, hein, parce que c'est une épreuve. Je sais que j'aime beaucoup regarder ce type de vidéos, donc pour avoir des témoignages d'accouchement de femmes, donc que ce soit par voie basse ou par césarienne. Donc je vais raconter mon accouchement. Alors je tiens juste à préciser que c'est mon accouchement. Donc chaque accouchement est différent, chaque femme est différente. Ouais, je fais cette vidéo pour pouvoir moi m'exprimer, pour pouvoir aussi vous raconter comment ça s'est passé mon accouchement et comment en fait, et pourquoi surtout j'ai ces craintes vis-à-vis de cette grossesse-là. Donc pour celles qui arrivent sur cette vidéo et qui connaissent pas un peu mon histoire, j'ai déjà un petit garçon qui a 2 ans maintenant. J'ai accouché donc en 2020, le 13 mai 2020, donc en pleine pandémie. C'était le premier confinement du Covid-19. Donc là, je suis enceinte à nouveau, donc d'une petite fille cette fois. Et je suis actuellement dans mon 6e mois de grossesse, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo. J'ai fait des petites fiches parce que ça date quand même depuis il y a 2 ans. J'ai mis en fait dans les grandes lignes ce qui s'était passé, surtout avant, avec les dates clés, pour que vous puissiez un petit peu comprendre pourquoi cet accouchement a été si difficile. Et comme ça vous permettra de mieux voir aussi un peu tout l'accouchement, parce que c'est pas aussi que le jour J, c'est aussi parfois ça peut se passer quelques jours avant. Voilà, ça vous permettra d'un peu mieux comprendre. Donc globalement, ma première grossesse a été un peu compliquée, je vais être honnête avec vous. Les 3 premiers mois, j'ai été bien malade. J'avais la chance d'être à la maison à ce moment-là. Les mois suivants, bon, il y a eu quelques passages aux urgences, puisque bon, il y a eu des grosses douleurs. Comme c'est le premier bébé, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai vécu une fausse couche avant cette grossesse, donc c'est vrai que j'ai été un peu traumatisée, on va dire, et les douleurs en fait me rappelaient des mauvais souvenirs, donc c'est vrai que j'ai préféré aller voir ma maternité qui était proche de chez moi, demander des conseils, savoir si tout allait bien. Heureusement, j'ai été bien reçue et tout allait bien à ce moment-là. À partir de mon 7e mois de grossesse, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc on appelle des contractions Braxton-Hicks, des contractions qui ne font pas effet, on va dire, du moins sur le col, mais qui contractent vraiment le ventre. Donc vous avez tout votre ventre en fait qui durcit et ça se relâche au bout de à peu près 1 minute, un petit peu moins des fois. Mais c'est pas censé être douloureux. Donc moi, vers mon 7e mois de grossesse, j'ai commencé à avoir ces contractions un peu désagréables. Donc là, je savais très bien que c'en était, puisque du coup, j'avais eu quelques-unes, un épisode une fois, et mon gynécologue m'avait dit oui, c'est comme ça que vous les reconnaissez. C'est parce que votre corps se prépare à l'accouchement, mais c'est pas le vrai travail. Bon, en soi, je me suis dit bon, d'accord, c'est ça, je vais pas m'inquiéter. Donc vers 32 SA, j'ai donc un contrôle du col. Donc mensuellement, les gynécologues vous font normalement, surtout vers la fin, des contrôles de votre col pour savoir du coup la longueur. Et là, moi j'étais depuis le début de ma grossesse vers 42 mm, 40 et quelques, même un peu plus. Donc c'est vraiment un long col, une bonne mesure, c'est vraiment, il n'y a aucun problème. Et là, mon col était passé à 29 mm. Alors, il faut s'inquiéter quand le col arrive à 25 mm, donc 2,5 cm. Là, c'est un col qui est court et on peut vous mettre en alitement assez ou pas strict et avec une menace d'accouchement prématuré selon le stade de votre grossesse. Donc c'est vrai qu'à partir de 2,5, les gynécologues s'inquiètent, en dessous, pardon. Et moi, j'étais à 29, donc 2,9. Donc, il y avait quand même eu des effets, donc les contractions avait un effet sur mon col. Donc c'est pour ça que mon gynécologue a continué en fait à me suivre un petit peu plus souvent, puisque c'était une première grossesse. Donc en plus, normalement, lors d'une première grossesse, c'est pas censé se réduire comme ça aussi rapidement, etc. C'est un peu plus long. Donc il m'a mise en MAP, donc en menace d'accouchement prématuré. Donc ça veut dire qu'on a un suivi un petit peu plus régulier.
sur ces contractions, sur la grossesse, sur la fin de grossesse du moins. J'ai eu du spasfon, donc les spasfons ça aide à justement réduire ces contractions, voire les arrêter. Donc j'avais un traitement, il me semble que j'en prenais 6 par jour, donc 2 le matin, 2 le midi et le soir. Moi parfois je les prenais pas parce que j'avais pas des contractions parfois et je préférais réduire la dose de médicaments. Et j'avais un allaitement assez strict, donc c'est-à-dire que je restais chez moi, donc de toute façon c'était en période du Covid. Donc c'était vraiment, bon là c'était en mars, donc ça venait tout juste de commencer, je me rappelle plus si on était déjà en confinement ou pas en mars, début mars, je me rappelle plus. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé grand chose pour moi, donc je suis restée allongée dans mon canapé, j'ai aménagé tout chez moi pour pouvoir rester le maximum allongée, faire le moindre truc, donc le ménage et tout, bah, c'est mon mari qui était content. Donc voilà, j'ai pas fait ça. Et on m'a prescrit des bas de contention, donc parce que j'avais des gonflements au niveau de mes chevilles dû au fait que j'étais souvent allongée. Donc on m'a prescrit ces bas de contention que je mettais dès le matin avant de me lever du lit et je les gardais toute la journée. Donc ça c'était un peu chiant parce que c'est vraiment pas agréable d'avoir des bas de contention, mais bon, je l'ai fait, je les ai portés, après ça passe vite et puis voilà, c'est tout, on s'y fait. Et puis il y avait surtout la sage-femme qui venait à domicile, donc une fois par semaine. Donc j'ai eu la chance d'être suivie par une sage-femme en or qui est à côté de chez moi en plus. Donc elle venait à domicile une fois par semaine, comme je vous ai dit. Elle contrôlait avec un monito les battements du cœur du bébé et le col. Donc j'ai suivi à la lettre ce que m'avait dit mon gynéco. Vers 33 SA, donc une semaine après, j'ai été hospitalisée parce que j'avais des contractions plus, j'en avais beaucoup, qui devenaient vraiment désagréables, voire des fois un peu douloureuses. Donc là j'ai dit non, je vais aller aux urgences parce que c'est pas possible. J'ai eu la chance d'aller aux urgences de ma maternité et comme ils avaient déjà mon dossier, mon gynécologue a décidé de m'hospitaliser. Alors normalement c'était 2 semaines pour arrêter vraiment les contractions. Donc j'ai eu une perfusion il me semble que c'était du spasfon, je sais pas exactement, mais c'était un médicament qui faisait arrêter les contractions. Et j'avais des monitos, on contrôlait mon col, donc là il était passé à 26-27 mm, donc il avait encore réduit. Donc là on voyait bien que les contractions avaient un effet sur le col. J'ai eu des piqûres de corticoïdes dans les fesses. Donc c'est un produit qu'on vous injecte dans les deux fesses à 24 heures d'intervalle. Je sais plus combien d'heures d'intervalle, si c'est en heure ou en jour. Je sais plus si c'est 2 heures d'intervalle ou à 24 heures. Je sais plus. Bref, on vous injecte 2 piqûres dans chacune des fesses. Ça fait mal. Je vais être honnête, ça fait mal. Le produit, en fait, on sent qu'il est, je sais pas s'il est épais ou j'en sais rien, mais là où on vous pique, en tout cas, ça fait mal. Et j'ai eu du mal après à m'allonger sur le côté gauche parce que forcément on vous fait des deux côtés et moi je devais être allongée que du côté gauche, du moins c'est là où j'étais le plus à l'aise. Donc j'ai eu ça, ce produit c'est pour maturer en fait les poumons de votre bébé si jamais il naît trop tôt. Donc si c'est un prématuré, ils injectent ce produit pour qu'il ait moins de difficultés à respirer à la naissance. Ça a été très dur parce que là je me rappelle très bien que oui, il y avait le confinement parce que mon mari n'a pas pu venir, ce qui est normal, à ce moment-là c'était normal, mais ça a été très 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 dur parce que bon bah on a peur forcément, le premier confinement on savait pas du tout ce que c'était, il y avait beaucoup de morts déjà, donc tout ce qui était maison médicale, lieux médicaux, enfin les lieux en fait avec voilà, les médecins etc qui accueillaient en fait des personnes malades ou les cliniques. Ça faisait très peur parce qu'on se disait on va choper le Covid et on va mourir. C'était vraiment le truc, voilà, moi j'avais eu très très peur. Et donc du coup mon mari n'était pas accepté et j'ai vécu cette hospitalisation très très mal parce que j'imaginais pas du tout qu'une grossesse pouvait se passer comme ça, que mon bébé pouvait arriver aussitôt. On parlait de grands prématurés. C'était très anxiogène. Donc j'ai pas pu rester les 2 semaines. Je suis sortie au bout d'une semaine sans avis médical, c'est-à-dire contre l'avis médical, pardon, de mon gynécologue. Voilà, je suis allée le voir, je lui ai dit écoutez, je peux plus supporter, je fais que pleurer, je suis en stress,
vis-à-vis de l'hospitalisation, du Covid, de la perfusion qui me faisait très mal parce que moi je déteste les perfusions. Mon mari ne pouvait pas venir me voir, c'était vraiment très froid, il y avait des masques partout, enfin, bref, c'était horrible. Donc je suis restée qu'une semaine. Et il m'a dit d'accord, vous sortez, mais dans ces cas-là, vous restez allongé chez vous, mais vraiment, vous faites rien que pour vous doucher ou pour faire pipi, et c'est tout. Même à manger, vous demandez à votre mari de le faire et tout. Donc bon, le pauvre, lui, il était en télétravail, donc il me faisait tout. Là, j'ai bien profité pour le coup, le pauvre. Et 5 jours plus tard, donc j'ai eu un nouveau contrôle de col. Donc là, mon col catastrophe est passé à 14,8, donc 1 cm 4. Donc là, pareil, la sage-femme m'a donné du spasmon, m'a donné de l'acide folique, du magnésium, vraiment, pour arrêter le plus possible les contractions, parce que ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. J'étais à 36 SA, donc là j'étais moins inquiète parce que du coup on sort de la prématurité, donc là c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup moins ce stress vis-à-vis de la naissance. C'est encore un petit peu tôt, mais c'est moins stressant que à 31, 32, enfin 33 SA, parce que mine de rien ça se joue en semaine, mais le bébé se développe beaucoup, donc j'étais moins stress. Ensuite, donc le 30 avril 2020, donc j'étais à 37 SA. Là, j'avais encore beaucoup de contractions. En fait, les contractions n'ont jamais arrêté. On m'a dit que j'étais en pré-travail, mais c'était un pré-travail qui était long. C'était pas le vrai travail et tout. Et ma sage-femme m'avait contrôlé, donc là cette fois mon col était mou, court et ouvert à un doigt. Donc elle me disait bah, clairement c'est dans les prochaines semaines, vos contractions agissent sur votre col, et là en fait ça sert à rien d'arrêter, enfin de les stopper, donc on arrête tous les médicaments et on laisse la nature faire. Donc j'ai dit bon bah écoutez, à ce stade-là, bah, s'il devait venir, bah, il y aurait théoriquement pas de problème. Donc ok, donc j'ai arrêté tous les traitements. Par contre je suis restée alitée parce que moi je voulais vraiment aller jusqu'au bout, et je voulais surtout qu'il n'y ait pas de problème. Parce que moi je voulais un accouchement par voie basse absolument. Vraiment c'était mon rêve, on va dire. Sauf que ce jour-là, donc pendant le monito avec la sage-femme, elle a vu que le cœur du bébé ralentissait. Donc c'était pas dramatique, c'est arrivé qu'une fois sur le monito, et elle n'a pas trouvé ça dramatique. Donc bon, elle a dit ça, voilà, on contrôlera les prochaines fois, mais rien d'alarmant. Le 7 mai, donc elle est revenue. Là j'étais à 38 SA, pardon. J'avais toujours autant de contractions. Et là, lors du monito, elle a vu un ralentissement du cœur du bébé à 80-90 battements par minute pendant 5 minutes. Donc son cœur en fait n'arrivait pas à remonter. Donc c'était stressant parce qu'on entendait en fait le cœur. Donc son monito du coup faisait du bruit et on voyait en fait la petite courbe qui baissait et qui remontait pas. Il y avait mon mari en plus qui travaillait juste à côté, donc c'était stressant. Et elle m'a dit, là ça fait quand même 2 fois sur les monitos, je vous conseille d'aller aux urgences maternité parce que je voudrais pas que vous passiez à côté de quelque chose. Donc ils vont vous faire un monito assez long et ils verront en fonction du monito ce qu'ils vont faire ou pas, ce qu'ils vont décider. Donc chose que j'ai faite, je suis allée aux urgences maternité. Et là, en effet, ils ont vu sur les monitos qu'il y avait des ralentissements à chaque fois qu'il y avait une contraction. Donc ils ont pris rendez-vous rapidement avec mon gynéco, je suis allée le voir dans son bureau, je lui ai montré tous les monitos, et clairement j'en pouvais plus des contractions, elles étaient douloureuses, j'avais vraiment des contractions douloureuses cette fois-ci, c'était plus les Braxton Hicks là, c'était vraiment douloureux, et en fait il y avait un ralentissement à chaque fois du cœur du bébé. Donc le gynéco, je crois que c'était lundi que je l'ai vu, il m'a dit si vous voulez on fait un déclenchement à 38 SA plus 6, voilà, qui était le mercredi, donc 2 jours après. Et clairement, j'en pouvais plus et j'ai dit d'accord, ok, on teste un déclenchement parce que j'en peux plus, il y a trop de contractions, le cœur du bébé ça devient assez dangereux, je veux pas risquer quoi que ce soit pour la vie de mon fils. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'attendre de perdre les os, voilà, d'avoir les contractions chez moi, de stress, de courir à la maternité et tout. J'ai dit avec mon mari, parce que du coup il n'était pas là pendant le rendez-vous, forcément il n'avait pas le droit.
Donc je suis sortie de la clinique, je lui ai dit bon, t'es prêt à avoir ton fils mercredi. Donc voilà, je lui ai dit que ça serait déclenché et que ça y est quoi, ça allait être bientôt, pour bientôt. Donc maintenant je vais vous raconter le jour J. Donc voilà, vous avez compris un petit peu que l'avant-accouchement était assez difficile, surtout les dernières semaines. Et le jour J, bah alors là, catastrophe. Bon, bref. Donc le jour J arrive, le mercredi 13 mai. On arrive à la maternité vers 8h, 8h30. Donc j'arrive avec ma valise et tout, voilà, on m'accueille avec mon mari et on me met dans une salle de naissance parce que avec le Covid, on ne voulait pas me mettre dans une salle, dans une chambre, pardon, tout de suite. On m'a mis dans une salle de naissance et on a entendu un petit peu avec mon mari. On m'a fait du coup un monito qui était pas court mais pas long non plus. Et on a vu que voilà, bon c'était normal on va dire. Donc elles m'ont fait un décollement des membranes avec mon accord bien sûr. Donc j'ai dit oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et franchement, je vais être honnête avec vous, ça m'a pas fait mal du tout. Ça a été un tout petit peu désagréable, mais sans plus, vraiment pas douloureux. Donc pour ceux qui ne savent pas, le décollement des membranes, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez en fait la poche qui contient le liquide amniotique et votre bébé, et vous avez en fait après votre utérus et votre col. Et la sage-femme va en fait venir du coup avec ses doigts décoller la paroi entre votre utérus et la membrane où se trouve le bébé et le liquide amniotique. Donc elle va venir décoller, c'est possible que ça saigne un petit peu à ce moment-là, mais c'est tout à fait normal. Moi j'ai vite fait saigner et franchement j'ai vraiment pas eu mal du tout. Et du coup c'est censé accélérer beaucoup plus rapidement le travail en fait avec les contractions. Donc elle m'a fait ça et on a dit à mon mari, bon bah voilà ça peut mettre un peu de temps, comme c'est le Covid et que normalement vous n'êtes pas censé être là, et bah est-ce que vous pouvez rentrer chez vous et on vous appellera au début du travail. Donc bon ça a été un peu le cœur serré que j'ai dit à mon mari au revoir, il est parti chez nous. Et moi j'étais toujours sur le monito. Et là du coup il y a eu quelques contractions qui se sont accélérées, donc oui ça a fait effet. Et lors du monito, forcément, il y a eu le cœur du bébé qui a ralenti plusieurs fois, de façon significative parfois. Et donc ils ont dit à mon mari quand même là, bon bah revenez parce que y a quelque chose. Le gynécologue va venir, donc que mon mari soit là quand même pour savoir ce qui va se passer. Et si c'est une césarienne en urgence, qu'il soit là. Donc mon mari est revenu, donc un petit peu avant 11h. Et là, le gynéco est passé, il a vu le monito, il a vu qu'il y avait un ralentissement à chaque contraction. Donc il m'a dit, bon, on ne va pas risquer quoi que ce soit, on va faire une césarienne programmée à 14h, donc après la dame qui est juste avant vous, et ça sera lui du coup qui fera la césarienne. Je m'étais préparée parce qu'on en avait parlé avec mon gynéco, j'avais fait une radio du bassin mon bassin était étroit. Moi je voulais absolument une voix basse, donc il m'avait dit ok on teste la voix basse, mon moindre truc, on vous fait une césarienne programmée. Enfin voilà quoi, soyez prête à l'entendre quoi. Donc bon, cette fois-ci j'étais un peu déçue, forcément j'étais déçue, mais je me suis dit c'est pour le bien de mon bébé, ok on va faire cette césarienne à 14h. Donc là, du coup, mon mari, bon, bah, déception lui aussi. Il avait la dalle, donc les sages-femmes lui ont dit, bon, bah, il y a une petite arrière en bas de la clinique, allez-y. Donc il y va, il va manger, etc. Et là, je commence à avoir de plus en plus de contractions et tout. Bon, bah, forcément, ça s'accélère avec le décollement. Arrive 13h30, 13h45. Donc, on me dit de prendre ma douche à la bétadine. Donc là, je vais dans une chambre. Je me douche, je me prépare pour la césarienne. On me met l'habit pour la césarienne et tranquille, je marche dans les couloirs, fesses à l'air presque. Et bon bah voilà, on m'installe sur le brancard, prête à y aller. Et je sais pas pourquoi, il y a une sage-femme quand même, elle a dit bon je vais vous examiner le col, sait-on jamais. Elle examine le col et là elle voit que mon col est ouvert à 2, presque 3. Donc elle se dit oh, c'est super, les contractions font effet sur votre col, vous qui vouliez une voix basse, on va
la faire si vous voulez, on va la faire, on va essayer. Du coup, je suis retournée en salle de naissance, en salle de travail, pardon, et là, on m'a dit ce qu'on va faire, vu que le cœur ralentit un petit peu, on va vous poser la péridurale, puisque maintenant vous y avez le droit, et que j'avais des contractions quand même qui étaient douloureuses, et on va vous percer la poche des os, ça va encore plus accélérer le travail. Donc j'ai dit ok, ça marche. Donc là, mon mari était toujours là, ça c'était cool, il est resté finalement. Donc on pose la péridurale, franchement pareil, super, c'était vraiment top. L'anesthésie c'était un super anesthésie, je crois que je suis tombée sur un des meilleurs. Il m'a parlé, il m'a fait rigoler avec mon mari et tout, il a essayé de me rassurer. Et il me disait voilà, si vous avez une contraction, vous dites stop, vous parlez pas, vous dites juste stop. Et après, ok. Donc voilà, comme ça il s'arrête de piquer et continue quand la contraction est passée. Donc voilà, moi j'avais mon mari à gauche, la sage-femme à droite, tous les deux ils me tenaient, je faisais le dos rond. Voilà, j'ai eu l'anesthésie, je chantais, voilà, il parlait, machin, j'étais super bien. Il a piqué, j'ai senti le jet électrique du coup du côté droit, il me semble. Mais franchement, mis à part ça, c'était pas agréable, mais c'était pas douloureux quoi. Donc bon, voilà, la péridurale a été posée. Ils ont percé la poche des os. Donc là, moi, forcément, la péridurale commençait un tout petit peu à faire effet. Donc j'ai senti que du chaud. J'ai pas senti quoi que ce soit. J'ai senti juste plein de liquide chaud. Donc ça m'a dit c'est normal. Voilà, vous avez rompu, normal. Et après, voilà, j'étais toujours sur mon monito et on m'a dit on attend. Et là, les contractions ont commencé à être de plus en plus douloureuses. J'ai commencé à les sentir. Et la péridurale, elle n'était pas assez, on va dire, dosée. Donc, moi, j'avais une péri où, en fait, je pouvais régler ma dose. Donc, toutes les 20 minutes, normalement, il y a une dose automatique faite par la machine. Mais moi, en plus, je pouvais en mettre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première fois, parce que c'était douloureux. Après, c'était de plus en plus douloureux, donc j'en ai refait une deuxième. Là, le cœur du bébé, on voyait quand même qu'il ralentissait à chaque contraction. Et après, j'ai eu la troisième dose en fait par la machine. Donc là, c'était peut-être un peu trop, j'avoue, c'était un peu trop. Et du coup, après, je chantais plus rien, forcément. Avec toutes les doses que j'ai eues, je chantais plus rien. Sauf que le monito, vous voyez, il était à côté. Il y avait les chiffres qui s'affolaient, le cœur du bébé ralentissait. À un moment donné, je crois bien qu'il est descendu à 14-15 battements par minute. C'était vraiment rien du tout. Il n'a pas remonté et c'était catastrophe. La machine n'arrêtait pas de biper. Mon mari faisait les 100 pas dans la chambre, il regardait que le monito. Moi, je commençais à stresser. Je disais, on va perdre notre bébé, c'est horrible. Donc, c'était vraiment une période en fait horrible, stressante. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas dû partir en césarienne programmée tout de suite? Refuser la voix basse et tout, je vais perdre mon bébé, il va mourir et tout. Enfin, vraiment, on passe des trucs dans sa tête, c'était horrible. Et donc, du coup, à ce moment-là, les sages-femmes ont aussi, si vous voulez, sur leur écran, normalement, le monito en live. Donc, elles ont vu qu'il y avait un problème sur le cœur, que ça n'arrêtait pas de battre. Mon mari, forcément, comme elles sont pas venues tout de suite au début, parce qu'il y avait d'autres accouchements, forcément, il sortait de la chambre, il disait s'il vous plaît, venez nous aider, machin, il y a un problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le gynéco qui est arrivé en courant, limite, il est arrivé super vite. Et là, le stress, donc j'ai vu sur sa tête que quand il a regardé mon mytho, il a dit non, ça va pas, ça c'est pas bon. Et il m'a examiné, il m'a fait mal. Là, il a été un peu violent, mais je pense qu'il était dans le speed. Donc là, c'est franchement, même avec la péri, j'ai bien senti. Et je l'ai vu regarder les sages-femmes, il a dit code rouge. Et là, franchement, quand il a dit ça, j'ai pleuré parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était une urgence absolue. Et tout de suite, il y a plein de personnes qui sont venues. Ça criait dans les couloirs, oui, code rouge, c'est l'arme code rouge, bref. Moi, je pleurais toutes mes larmes parce que du coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va arriver à mon bébé et tout. Scénario catastrophe. Mon mari, il disait rien, il était dans son coin, il laissait place à l'équipe médicale. Donc, pareil, c'était waouh. Et donc, il y a plein de personnes qui sont venues. Moi, je pouvais plus marcher parce que je sentais plus mes jambes. Et ils m'ont mise sur le brancard. Et là, je suis partie,
presque sans dire au revoir à mon mari, qui est resté le pauvre dans la salle de naissance, les bras croisés, à me regarder partir. Le pauvre va pas comprendre ce qui se passe. Et toute l'équipe en fait m'a amené au bloc opératoire. Ils ont donc voilà, vous savez ce que c'est le bloc opératoire, hein, c'est froid, il y a plein de monde, c'est plein de trucs partout, plein de machines, de lumière. Et donc ils ont essayé de me rassurer, mais moi j'étais pas rassurée, j'étais en train de pleurer. Donc je reprends parce que ma caméra m'a coupé puisque la carte mémoire était pleine. Donc du coup je disais qu'ils m'ont installé donc sur la table d'opération. Ils ont commencé à mettre la bétadine sur le ventre là avec leur éponge. Et là j'ai commencé du coup à sentir. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est pas normal que je sente en fait le froid, la bétadine. Donc bon, j'ai rien dit sur le coup. Et pour vous expliquer un petit peu comment vous êtes sur une césarienne, en fait quand vous êtes en césarienne, donc dans le bloc opératoire, vous avez les jambes en fait qui sont attachées, donc qui sont les unes à côté des autres, qui sont attachées par des sangles pour pas que vous puissiez bouger pendant l'opération. Et ils vous attachent les bras en croix, donc un peu en mode Jésus si vous voulez. Donc ils vous attachent aussi avec des sangles les bras pour pas que vous puissiez bouger. Et donc ils vous mettent plein de branchements, de trucs pour vos constances, pour le cœur. Je sais plus s'ils m'ont perfusé ou pas, je me rappelle plus parce que j'étais tellement stressée en train de pleurer qu'il y avait du monde partout, tout le monde s'agitait. Ils ont mis le voile en fait bleu pour pas que je puisse voir. Et donc je sais même pas ce qu'ils m'ont fait. Et donc ils ont commencé à couper. Et là j'ai commencé à sentir du coup vous savez la chaleur quand vous vous coupez en fait d'un couteau. Donc j'ai commencé à tout sentir et j'ai commencé à gémir parce que forcément ça faisait mal. Et il y avait l'anesthésiste qui était à côté de moi et il a bien vu que du coup la rachi-anesthésie n'avait pas marché. Enfin du moins je n'avais pas eu le temps en fait d'anesthésie à partir du ventre. Et il a donc décidé de m'endormir complètement. Donc j'ai pas du tout assisté à cette césarienne. Je sais pas si d'un côté c'était ce qu'il fallait faire ou pas, bref. Mais quand je me suis réveillée, du coup c'est la sage-femme qui est venue me réveiller. Donc j'étais toujours dans le bloc opératoire, sur la table. Et donc elle m'a dit, votre bébé il est en peau à peau avec son papa, il est en train de prendre le biberon. Tout va bien, mais on l'a aidé un petit peu à la naissance parce qu'il avait le cordon donc 2 fois autour du cou et autour du bras. Ils l'ont aidé un petit peu au début à lui enlever, à respirer, à lui enlever tout ce qu'il avait à l'intérieur. Donc de toute façon, il n'avait pas pleuré, il n'avait pas crié dès qu'il l'avait sorti. Et le gynécologue m'avait dit quelques jours après l'accouchement que de toute façon, j'aurais pas pu accoucher par voie basse du fait qu'il avait du coup le cordon autant de fois autour du cou et que c'était pour ça que du coup son cœur ralentissait parce qu'à chaque contraction ça lui serrait on va dire le cou, donc il pouvait pas descendre et que ça ralentissait son cœur. Donc finalement c'est ce qu'il fallait faire. Après ça a été tellement dans l'urgence et tellement des hauts et des bas que ça a été très traumatisant pour moi et mon mari. Donc ça n'a pas été vraiment ça a été un accouchement horrible pour nous. Donc du coup elle est partie sûrement s'occuper de mon fils. Moi je suis restée, du coup il devait me refermer. Et alors il s'est passé quelque chose que j'ai déjà entendu après, hein, bien sûr, la césarienne. J'ai regardé un petit peu d'autres témoignages parce que moi j'étais pas au courant. Ce qui arrive parfois quand on vous endort du coup pendant la césarienne, c'est la sensation de mourir en fait quand vous vous réveillez. C'est-à-dire que vous sentez plus, vous êtes anesthésié jusqu'à la gorge et vous ne pouvez plus déglutir, vous ne pouvez plus avaler, vous avez du mal à respirer et en fait vous suffoquez, en fait, vous avez l'impression depuis qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous allez partir quoi. Donc du coup j'étais très stressée, je disais arrêtez pas de dire à l'anesthésiste j'arrive pas à déglutir, j'arrive pas à avaler, aidez-moi, il y a quelque chose qui va pas et tout, je vais mourir.
Et comme j'étais à moitié dans les vapes, je pense que je délirais un peu. Donc du coup, j'arrêtais pas de bouger la tête comme ça. Et j'essayais de bouger les bras, j'y arrivais pas. Et du coup, il me disait, mais non, c'est normal, rendormez-vous, ça va passer, il faut se rendormir. Voilà. Sauf que moi, j'étais tellement dans mon truc que je voulais pas m'endormir. Je disais, non, je vais mourir, j'arrive plus à avaler. À tel point qu'il y a une sage-femme qui est sortie de derrière le rideau et qui m'a dit Madame, maintenant, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît, endormez-vous. Donc j'ai dit bon, ok. Donc bon, je me suis endormie hein, parce que de toute façon, je pouvais rien faire. Et je me suis réveillée dans la salle de réveil. Donc c'était une grande salle toute blanche. Il y avait deux sûrement sages-femmes, je sais pas qui étaient là, et moi j'étais toute seule. Et elles sont venues me voir et elles ont regardé en bas, donc elles ont vu que j'avais perdu beaucoup de sang. Elles se sont dit entre elles qu'il fallait surveiller ça après donc les heures, voire les jours qui suivaient, du coup, si je perdais toujours autant de sang. Et puis, donc moi, je voulais voir mon bébé, forcément. Donc, il était toujours avec son papa en peau à peau, ça faisait déjà assez longtemps. Et donc là, Sacha est partie le chercher. Et là, quand je l'ai vu arriver avec mon fils, bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était la première fois que je le voyais. Donc c'était beaucoup d'émotions et je me rappellerai toujours de cette image. Et elle me l'a posé sur le torse. Donc du coup, il a ouvert les yeux et je l'ai regardé dans les yeux. On s'est regardé tous les deux dans les yeux. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé et il est resté là, à me regarder dans les yeux. Et vraiment, ce moment, il était magique, inoubliable. Et je l'oublierai jamais, vraiment jamais. Et donc, du coup, on a passé 10 minutes ensemble. Parce qu'après, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. J'ai commencé à avoir très froid. J'ai commencé à trembler, à avoir la nausée, vraiment pas être bien du tout. Donc, en plus de ça, voilà, les salles de naissance, c'est pas forcément l'endroit le plus chaud, le plus. T'as pas envie de rester, quoi. Donc, la sage-femme m'a dit bah écoutez, je vais ramener votre bébé à votre mari, et puis vous les retrouverez juste après. Donc là, ça a été un peu un déchirement de ne pas rester avec mon fils. Et, donc, ils sont venus me mettre des couvertures chauffantes parce que j'ai commencé à faire un peu comme de l'hypothermie. Et j'ai vomi, donc ça doit être à mon avis toutes les anesthésies que j'ai dû avoir en fait et le stress pendant cette césarienne. Donc tout ça, ça a dû ressortir. Et puis elles m'ont du coup mis plusieurs. C'était une grosse couverture avec, je sais pas, c'était des genres de trucs qui chauffaient. Il y avait un vent, un genre de. C'est pas un ventilo, mais un truc qui faisait comme ça qui chauffait là. Ça gonflait et puis après ça commençait à aller mieux. Elles m'ont demandé de bouger les jambes. Et j'ai pas manqué de. Ça va, je l'ai pas touché, mais j'ai failli donner un gros coup de coude de pied à la sage-femme qui est à côté de moi parce qu'on sent pas en fait. On sent pas les jambes et puis d'un seul coup, bah, le nerf en fait bouge de lui-même. Donc ma jambe elle est partie en cacahuète. Ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez retourner. On va vous ramener dans votre chambre, vous allez pouvoir voir votre mari et votre fils. Donc j'étais super contente et donc ils m'ont amenée dans la maternité, donc avec le brancard. Et là, j'ai vu mon mari avec mon fils dans les bras. Et pareil, j'ai été très émue parce que c'est des images comme ça, en fait, qui restent. Et donc, il était tout souriant, mon mari. Voilà, il avait mon bébé. Je crois qu'il dormait à ce moment-là. Et donc, la sage-femme a proposé de prendre quelques photos parce que mon mari devait partir. Il ne pouvait pas rester avec le Covid. Donc dans le couloir, on a pris 2 photos, je crois. On a 2 photos de tous les 3 à la maternité. Et après, donc il a dû partir, on s'est fait un bisou, on ne s'est pas trop parlé. Et puis, parce que moi en plus je redescendais, hein, j'étais encore un peu vite fait dans les vapes, mais voilà, c'était pas non plus, j'étais pas top la forme. Et ils m'ont mis dans ma chambre, mon bébé à côté, et puis voilà, il dormait, et ils ont pris quelques photos, et puis après ils m'ont laissée toute seule avec lui. Et là, c'est là où ça a été très bizarre, parce que
bah, tu te retrouves avec ton enfant à côté de toi, toute seule dans ta chambre et tu sais pas quoi faire. Tu te dis, bon, bah, il est là, ça y est. Et puis, bah, voilà, t'es maman maintenant et faut que tu t'occupes de lui à vie. Et c'est une sensation qui est très bizarre. Et vraiment, après, j'ai comme si il y avait pas vraiment, il n'était pas là mon mari, du coup c'était très compliqué. Je pense que c'est aussi la chute des hormones, tout ça, la chute de cette journée, de toutes ces émotions qui a dû retomber. J'étais pas bien, j'ai pas été trop joyeuse. Voilà, c'est comme ce qu'on pourrait l'être après un accouchement. J'étais contente que mon fils soit là, qu'il soit en bonne santé, c'était le plus important. Mais j'étais pas contente, enfin j'étais pas contente, mais j'étais pas joyeuse. J'avais pas envie d'être là en fait. Donc forcément les jours qui ont suivi, j'avais pas le droit aux visites, hein, donc j'étais vraiment toute seule avec mon enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, la césarienne, ça fait mal. Hein. On vous coupe 7 couches de peau, on vous recoue avec. Moi j'ai eu des agrafes, on vous referme avec les agrafes. Et puis vous êtes vide en fait, vous sentez en fait ce vide, vous avez plus la sensation d'avoir de bébé forcément, vous avez les organes qui sont encore hauts, le temps que ça redescende et tout, et bah, vous avez l'impression qu'on vous a ouvert les abdos, le ventre, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, mais on peut rien faire quoi. Donc j'ai eu la sonde urinaire, alors heureusement, et ça je le conseille, et ça je sais que si je fais une césarienne pour cette grossesse là, je vais demander à ce qu'on mette la sonde urinaire pendant que je suis encore anesthésiée, parce que je l'ai pas senti, et ça heureusement, parce que quand ils me l'ont enlevé, j'ai douillé, et après j'ai eu en plus de ça une infection urinaire comme j'ai jamais eu, et je savais même pas en plus que j'avais ce truc là. Et heureusement, parce que de toute façon, vous pouvez rien faire. Hein, enfin, il y en a qui se lèvent, il y a des femmes qui arrivent à se lever, je sais pas comment elles font, vraiment, elles ont beaucoup de courage pour se lever juste après. Généralement, c'est soit vous êtes opéré le matin, que vous vous levez éventuellement le soir quelque part, ou alors le lendemain. Mais alors moi, je me suis levée au bout de 3 4 jours. Hein. J'étais vraiment pas bien. Hein. Donc j'ai dû bah, forcément, et ça c'est très rabaissant et très, comment dire, voilà, vous devez faire vos besoins dans votre lit avec l'aide de personnel, on vous nettoie, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout... Enfin ouais, c'est rabaissant je trouve, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, en tant que femme, on se sent un peu... on n'est pas à l'aise quoi. Donc, et puis mon fils du coup pleurait beaucoup parce que en fait, on le savait pas, mais ses premiers jours de vie ont été difficiles. Il recrachait de l'acide en fait après chaque biberon. Et avant, on connaissait pas ce que c'était un RGO. Et on savait pas. Donc, du coup, moi, quand il pleurait, j'essayais de le prendre. C'était compliqué hein, parce que j'avais très mal. Il fallait se lever avec les abdos. J'avais un lit avec comment on appelle ça, quelque chose pour s'agripper. Donc j'essayais de m'agripper du mieux que je pouvais avec mes mains, avec toute la force de mes bras et puis avec la force de mes pieds, pour pas essayer de solliciter les abdos et essayer de me redresser tant bien que mal pour prendre mon fils, pour essayer de le prendre et de le calmer et de savoir ce qui n'allait pas. Alors je faisais beaucoup appel aux sages-femmes, elles me disaient c'est normal, il recrache tout ce qu'il avait pu boire dans votre ventre ou tout, et c'est normal. Mais moi non, je disais non, c'est pas normal, c'est pas... Il y a quelque chose qui va pas. Mais on m'écoutait pas à ce moment-là. Et donc la pédiatre m'avait prescrit une pâte rose, un médicament en tube rose là qui pue le bubblegum là, qui s'appelle poly je sais pas quoi là, et j'ai dû lui en donner après chaque biberon, mais c'était dégueu quoi. Pour lui, je sentais le truc et en fait ça lui faisait rien. Et parce que moi j'ai pas allaité aussi, ça je vous ai pas dit, mais j'ai pas souhaité allaiter, c'est un souhait même que voilà, qui va continuer pour cette grossesse. Et il y a beaucoup de jugements encore aujourd'hui je trouve sur ça, et je trouve ça dommage parce que la sage-femme en fait juste après mon accouchement était venue me voir et m'avait demandé si je souhaitais allaiter pardon.
Donc je lui avais répondu que non, c'était pas mon souhait. Alors tout de suite, bah pourquoi? C'est ce qu'il y a de mieux pour votre bébé, machin. Bah, je dis bah non, j'ai pas envie, c'est mon souhait, je me sens pas. C'est pas que je m'en sens pas capable, c'est vraiment j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc elle m'a dit vous êtes sûr, machin. Je dis oui, oui, donnez-moi le médicament, parce que moi du coup c'était un médicament qu'il fallait me donner. Donc elle me l'a donné à contre-cœur, et puis je me suis sentie très jugée à ce moment-là, donc bon je l'ai pris quand même, hein. Et puis, bah, du coup, j'ai eu les biberons de la maternité. C'était du Ligose anti. Comment ça s'appelle pour pas qu'ils aient des allergies, quelque chose comme ça, un Ligose comme ça, qui donne des fois à la maternité pour vraiment enlever tout risque d'allergie des enfants. Et, et puis, bah, voilà, en fait, on a su beaucoup plus tard, beaucoup plus de semaines plus tard, que c'était pas du tout le lait qu'il lui fallait, en fait. Et mon fils avait un RGO sévère dès la naissance. Mais on a attendu beaucoup de semaines avant de pouvoir le savoir. Et on a vu beaucoup de médecins. Et c'est une spécialiste vraiment qui est très connue à Paris qu'on est allé voir pour qui nous a en fait diagnostiqué le RGO sévère et donner les médicaments adéquats, donc l'Inexium et le Gaviscon, mais ça j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais au début, personne suspectait ça, personne trouvait ça anormal et ça a été compliqué tout de suite les nuits, hein, dès la maternité, j'ai dû... et là je vais dire quelque chose qui va peut-être... il y a beaucoup de femmes qui vont trouver ça horrible peut-être, hein, je sais pas, mais je préfère être honnête et le dire parce que oui, je l'ai fait et c'est comme ça et c'est tout. Et c'est que la première fois, la première nuit, donc je sortais de la césarienne, j'étais complètement KO, mon fils pleurait beaucoup et j'ai demandé à ce que mon fils dorme dans la nurserie la première nuit pour que je puisse me reposer, pour être mieux les autres jours, hein, parce que j'étais toute seule et comme il n'y avait pas le papa, parce qu'il n'était pas accepté, c'est encore plus difficile, donc il faut mettre aussi ça dans le contexte. C'est que j'étais vraiment toute seule, personne pour m'aider la nuit, avec la césarienne, je ne pouvais pas me lever, hein, je saignais beaucoup, j'avais la sonde, le berceau n'était pas à côté hein, aussi, donc il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte et de se dire que bah, c'était pas facile, il y a des femmes comme moi qui ont vécu ça. Et voilà, c'est moi j'ai demandé et elles ont accepté. Il y en a qui le proposent hein, d'ailleurs aussi. Faut arrêter de se dire que c'est pas bien ou que voilà. Mais j'ai donné mon fils à dormir la première nuit et il a pas trop mal dormi, on va dire. Bon, il a eu ses crises forcément, mais voilà, moi ça m'a permis d'être un petit peu plus, de me remettre, on va dire, de cette césarienne, de cette journée qui a été très éprouvante. J'ai pas forcément dormi voilà, à 100% parce que forcément j'étais pas avec mon fils donc on n'est pas non plus sereine à 100% surtout quand il va pas bien. Mais j'ai pu me reposer au moins et essayer de bouger un peu plus même si c'était pas la peine. Donc voilà, le lendemain matin, on me l'a ramené très tôt le matin, je l'ai demandé de toute façon très tôt. J'ai profité avec lui. Mais ça a été très dur, hein. Je suis restée 5 jours. 5 jours parce que j'ai eu des problèmes d'hémorragie, j'ai perdu beaucoup de sang et en fait j'étais sous traitement de fer avant l'accouchement. Et j'ai perdu tellement de sang que mon taux, en fait j'ai fait une anémie en fer assez importante. Du coup je faisais beaucoup de malaise, je perdais connaissance et je pouvais pas me lever. Donc du coup, voilà, je suis restée plusieurs jours et avant que je puisse du coup me mouvoir, avant que je puisse bouger, ça a été très long. Et puis au bout de ces 5 jours, bah, mon mari est venu nous chercher, donc il a revu son fils en vrai, pas en photo ni en vidéo, pas que en photo ni en vidéo, en vrai cette fois. Et on est rentré à la maison et puis après on s'ensuit des semaines et des mois de stress vis-à-vis de ce RGO, de rendez-vous chez le pédiatre et tout ça n'a pas été du tout facile. Mais bon, ça, je ne vais pas le raconter dans cette vidéo, peut-être dans une autre prochaine vidéo, donc je verrai. Voilà, donc globalement sur cet accouchement, franchement, c'est pas l'accouchement de rêve du tout. Encore une fois, je pense que moi, je fais partie des accouchements
exceptionnel qui ne se passe pas bien. C'est pas le pire, hein, il y a pire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup pire. Je suis très chanceuse d'avoir un enfant d'avoir mon fils hein, et qu'il aille très bien. Je sais qu'il y a pire, il y a des enfants malheureusement qui meurent, il y a des mamans aussi qui ont des gros problèmes, donc voilà. Et je soutiens vraiment toutes les mamans pour ces accouchements, hein, même si ça se passe très bien, parce qu'il y a des accouchements qui se passent très bien aussi dans la majorité des cas. Je veux vraiment pas dire que chaque accouchement voilà, se passe comme ça, que chaque césarienne se passe comme ça, même les codes rouges, hein, elles se passent pas toutes comme ça. Donc c'est juste pour vous faire part du mien, d'un témoignage en plus qui pourra peut-être aider une maman qui a déjà vécu ça, qui vient de le vivre et qui a besoin d'entendre. Parfois ça fait du bien. Moi je suis allée voir, je vais pas le cacher, je suis allée voir un psychologue après. Donc j'ai fait une séance à la PMI pour raconter ma fausse couche et cet accouchement et ça fait du bien. Donc j'invite tout le monde à aller parler à quelqu'un. Pas forcément parfois la famille, parce que la famille ne peut pas forcément vous comprendre. Hein. Et un accouchement par césarienne, c'est un accouchement aussi. Hein. C'est pas, faut pas se dire que la césarienne, on vit pas l'accouchement. C'est un accouchement. Moi, je l'ai mal vécu. Pour moi, ça a été compliqué de l'admettre au début, que c'était un accouchement, que j'ai mis au monde un enfant. C'est pas moi forcément qui l'ai fait, avec mes propres moyens, on va dire, avec ma propre force, mais je l'ai quand même mis au monde. Et voilà, c'est tout. J'en garde un souvenir qui est pas forcément bon, mais maintenant ça passe un peu mieux. Je commence petit à petit à faire un travail là-dessus et j'essaye de pas de me dire que ce prochain bébé, cette prochaine grossesse, voilà, ce prochain accouchement ne sera pas pareil, hein, enfin, j'espère. Donc voilà. J'espère que cette vidéo du coup aura pu aider certaines mamans. Et des papas aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier les papas. Et puis voilà, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je serai vraiment ravie d'y répondre.